Alors, bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont en haut aussi, je ne vous oublie pas. Alors, je m'appelle Jasmine, en effet, j'ai 26 ans, donc je suis une vieille jeune ou une jeune adulte, je ne sais pas. J'étudie le rapport au travail des jeunes générations depuis 3 ans. Quand j'ai fini mon école, j'ai lancé un podcast qui a été déterminant pour moi pour interroger la vocation. Quel métier faire, où travailler, comment, pourquoi. Et depuis, j'ai monté une association qui étudie le rapport au travail des jeunes générations et surtout porte ce message chez nos employeurs, vertueux ou non, et plutôt non, pour engager cette transformation et pour transformer main dans la main nos sociétés. Alors aujourd'hui, mon rôle n'est pas de parler, mais plutôt de poser des questions. Et je voulais du coup introduire cette table ronde, trouver un travail qui a du sens, gros programme, trouver un travail qui a du sens en regardant un petit peu ce qui se passe dans l'actualité. Dans l'actualité travail, concentrons-nous, sinon on n'en finira pas. Alors, un rapport au travail qui est scandé de mouvements qui s'appellent la grande démission. Donc, c'est des mouvements massifs de salariés qui quittent leur entreprise, de démissions qu'on appelle silencieuses. Vous avez peut-être vu les mouvements quiet quitting sur TikTok, ou de conscious quitting, donc démissionner parce que je ne me reconnais plus dans mon emploi. Quand on lit l'actualité du travail, on est entre le « j'en peux plus », et en effet, il y a des raisons, quand on regarde les chiffres de santé mentale, il fait trop chaud pour travailler, d'épuisement, de travail qui n'ont plus de sens. Et de l'autre côté, c'est « j'en veux plus ». Et tout ça quand on a du choix, évidemment. Et donc entre « j'en peux plus » et « j'en veux plus », c'est assez alarmant et on se pose beaucoup de questions de comment soit naviguer son parcours professionnel, comment choisir son emploi ou se remettre en question. Et c'est cette question que je vais explorer avec donc, Julien, Fabien et Eulalie. Et pour commencer, je ne vais pas vous poser la question éternelle de « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» que j'aime pas du tout, mais plutôt « comment donnes-tu du sens à ta vie ?» Je vais vous laisser répondre un par un, donc c'est l'occasion de vous représenter. Fabien, je te laisse commencer. Ok. Alors, oui, ça marche. Donc moi, je m'appelle Fabien, je travaille chez Jobs That Make Sense depuis maintenant 2 ans, et je n'ai pas toujours fait ça. Et du coup, ça a été vraiment un long continuum, j'ai envie de dire, entre pas du tout de sens au départ. J'ai commencé dans les télécoms chez SFR. Très intéressant sur le cœur du métier, c'était du marketing que j'aimais bien, mais par contre sur l'intérêt des missions et l'intérêt social de ce que je faisais, je m'y retrouvais pas du tout. Et à côté de ça, je faisais de la politique, et en fait c'est comme ça que j'arrivais à trouver un équilibre en me disant le week-end je vais faire de la politique, ça va me donner du sens et je vais avoir l'impression d'être aligné avec mes valeurs. Et par contre, la semaine, après, j'avais l'impression de déconstruire tout ce que je faisais le week-end. Donc là, petite dissonance quand même à un moment, et j'ai décidé progressivement d'essayer de m'aligner. Et moi, là, ce que je voulais vous dire à ce stade, c'est que vous n'aurez peut-être pas la solution dès le début, et vous ne trouverez peut-être pas tout de suite le job où vous serez parfaitement aligné. D'ailleurs, je pense que ça n'existe pas. Mais par contre, vous allez pouvoir chercher un petit peu, vous questionner, et je pense que les phases de questionnement sont super importantes, sur qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont les causes sur lesquelles je veux m'engager. Et moi, c'est ce que je me suis posé au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vraiment, j'aime pas dire faire sens parce que c'est pas trop français, a du sens pour moi. Et du coup, il y avait la question justement de l'emploi, de comment je participe à cette transition par l'emploi, parce que je suis assez persuadé que on bosse 70 000 heures dans une vie à peu près, si vous faites le calcul. C'est un peu vertigineux. Et que si ça, on le met au service de l'impact et d'une cause, en fait, on a un pouvoir énorme. Là, on doit être à peu près 300 dans la salle. Pour les plus matheux, vous faites le calcul, 70 000 fois 300. Vous allez voir que c'est assez colossal le nombre d'heures qu'on peut dédier à changer la société. Et donc moi, c'est un peu le cheminement que j'ai eu jusqu'à présent. Super, merci beaucoup. Julien, qu'en est-il pour toi ? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jasmine déjà de me faire me rendre compte que je suis plus dans la catégorie des vieux jeunes. J'ai 38 ans, moi je pensais que je faisais partie de cette catégorie, mais apparemment non. Il n'y a pas de délimitation. Et donc j'ai bien fait de venir à cette conférence déjà.
Je suis ravi d'être avec vous et c'est, comme le disait Fabien, assez vertigineux d'avoir 300 regards et potentiellement des dizaines, des centaines, voire presque en fait des millions d'heures de travail qui vont être utilisées dans les prochaines années pour contribuer à quelque chose qui nous dépasse. Moi, je voulais toujours, dans mon métier, contribuer à des choses qui me dépassaient et ma première carrière professionnelle a été dans les ONG, aux Philippines et en Colombie et aux Philippines en réalité pour être exact. Et je pensais travailler au développement, sans avoir jamais pensé qu'il fallait questionner cette notion de développement. Et aux Philippines, notamment, on accompagnait les plus exclus, les jeunes des bidonvilles, anciens prisonniers, anciens drogués, anciennes prostituées. Et je me rendais compte que la première chose que ces jeunes faisaient une fois qu'ils avaient accès à un salaire décent, c'était de s'acheter un putain d'iPhone. Je ne suis pas là du tout pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'acheter un iPhone, puisque je pense que c'est ce qu'on a à un moment ou un autre tous fait, mais pour dire que finalement, j'étais malgré moi, même dans les ONG, alors que j'étais valorisé avec mon gilet à poche, quand je rentrais dans ma famille pour montrer à quel point mes voyages, mes expériences, les photos de moi dans les bidonvilles, je n'étais en fait pas mieux que ces gars que vous croisez avec les t-shirts Apple chez Opéra, je sais pas quoi, Paris et tous ces trucs, c'est-à-dire un VRP de Steve Jobs, un commercial qui faisait en sorte de valider encore et toujours le mode de vie capitaliste qui nous fait croire que nous travaillons pour avoir de l'argent qui va nous permettre de consommer et donc d'exister à travers notre putain de consommation qui essaye, j'ai déjà dit 2 fois putain, j'en ai peut-être un 3e dans la conférence, mais je vous promets, j'arrête. C'était pour nous réveiller un peu, mais de me laisser penser qu'en fait, nous devons remplir le trou béant qu'il y a à l'intérieur de nous à travers des achats. Et donc, en rentrant en France, je me suis dit, on vaut mieux que ça, on vaut mieux que simplement faire moins de mal, on peut faire beaucoup plus de mieux. Et donc aujourd'hui, j'explore ces mieux, j'explore ces nouvelles croissances, j'explore ces nouvelles abondances dans un format qui s'appelle les 2030 Glorieuses, qui est un podcast dans lequel j'ai déjà presque interviewé 100 personnes qui font ces métiers d'après-demain, non pas les métiers de réduction des désastres du monde aujourd'hui, mais vraiment les métiers des nouvelles abondances, et un atelier prospectiviste aussi, pour redonner de la désirabilité à l'avenir, parce que nous, finalement, les Français, on est joyeux, serein, optimiste, toujours blagueur, bienveillant et généreux, c'est nous, ça les Français ? Non, juste ici dans cette salle alors peut-être, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à se dire que demain pourrait être mieux, et si on ne s'autorise pas à le faire, comment voulez-vous que dès aujourd'hui, dès à présent, dans notre quotidien professionnel, on s'active pour le faire ? Et j'espère qu'on va en parler, parce que je pense que c'est une belle manière de donner du sens. Encore bravo à Hélène et Arthur que je vois ici, et je pense qu'on n'a pas suffisamment applaudi d'ailleurs, parce que moi à leur âge, j'étais incapable d'animer et de lancer une dynamique comme ça, donc si vous voulez bien les applaudir à nouveau, ça serait top. Et merci d'être là. Et qu'en est-il pour toi, Eulalie ? Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Eulalie, je suis jeune, j'ai 23 ans. Si on va sortir de cette blague. Donc moi, je fais partie de la génération Demain, celle qui a été réveillée par le documentaire de Cyril Dion. Ça a vraiment guidé toutes mes études où j'étais en mode « Ok, je vais grandir dans un monde catastrophique ». Mais en même temps, c'est vraiment l'opportunité de faire naître, de tout remettre en question, de tout remettre à plat et de faire naître plein de possibilités. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire des études d'ingénieur, parce qu'au départ, je voulais vraiment comprendre ce qui se passait. Voilà, donc là, j'ai fini, à peu près fini. J'étais à l'école polytechnique et je suis en année de césure, donc je suis encore étudiante. Et donc, sur la question du sens, moi, depuis longtemps, je pensais que tout changement majeur devait émerger du public. Et c'est pour ça que j'ai fait un stage au ministère de la Transition écologique. Et voilà, donc j'ai été un petit peu mitigée. C'était passionnant, mais à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à faire bouger, et en fait, l'administration toute seule ne peut pas faire grand-chose. Et donc, je me suis engagée au collectif Pour un réveil écologique, qui est un collectif qui a été créé il y a 5 ans, à la suite du manifeste des étudiants pour un réveil écologique, où 30 000 étudiants ont signé ensemble pour exprimer, faire porter leur voix sur le fait que on existe, on est là, on est angoissé, on sait qu'on ne va pas dans la bonne direction, nos écoles ne nous forment pas du tout aux défis de demain, les boîtes qui nous attendent à la sortie ne sont absolument pas alignées avec ce qu'il faut faire, et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et donc c'est ce qu'on essaye de faire depuis 5 ans. Et donc je finis là-dessus. Et cette année, donc, je suis en année de césure, et j'ai monté mon propre projet associatif qui s'appelle Enquête d'espoir, sur la notion des futurs désirables
dont tu parlais, où on veut mener une grande enquête pendant 6 mois sociaux partout en France pour essayer de comprendre comment les gens se projettent dans l'avenir et qu'est-ce qui leur donne de l'espoir. Voilà. Beau programme. Merci à tous les trois. Le gros enjeu de ce sujet, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le sens. Le sens, c'est quoi ? Et donc, je suis allée me tourner du côté de la définition pour revenir un petit peu à ça. Et je suis curieuse ensemble, que vous nous donniez des exemples, qu'on arrive à donner un petit peu plus de concret derrière un mot qui peut tout et rien dire. Et je vous invite tous à vous interroger, là, pour commencer, à qu'est-ce que ça veut dire pour vous un métier qui a du sens. Prenez quelques instants, essayez de trouver votre propre définition, et on va la remettre en question ou l'enrichir ensemble. Voilà, un métier qui a du sens. Donc, si on regarde du côté des sociologues, notamment j'aime beaucoup l'ouvrage qu'a écrit Thomas Coutreau avec Coralie Pérez, qui est Redonner du sens au travail. Ils disent que le sens, c'est à la fois avoir un travail utile, un travail qui a une cohérence éthique et une capacité de se développer ou d'apprendre. Donc eux, ils donnent un petit peu ces 3 dimensions, donc d'impact, d'éthique et d'apprentissage. Et après, il y a plein d'autres dimensions. Est-ce qu'on peut ajouter les conditions de travail ? Est-ce qu'on peut ajouter l'environnement de travail ? Est-ce que le sens est personnel ou collectif ? Est-ce que c'est le métier en lui-même ou l'intention de ce métier ? Donc j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que le sens, à votre avis ? Et le plus possible, on peut aller dans le concret d'exemples. Vous avez chacun au quotidien des exemples de métiers that make sense, pour reprendre Fabien là où tu travailles. Est-ce que vous avez, vous aussi, un vernis supplémentaire à apporter à cette définition ? Qu'est-ce qu'un métier qui a du sens ? Je vous laisse répondre comme ça vous vient. Moi, j'aurais une première réponse qui est vraiment intuitive, qui est quand tu te réveilles le matin et que tu te dis c'est cool, je vais aider aujourd'hui, enfin, je sers à quelque chose, et que le soir, tu es content, tu pars, tu te dis j'ai fait quelque chose qui sert. Donc, c'est pas de la sociologie, c'est pas de la grande théorie, mais c'est un truc où j'ai remarqué là, avec mes amis, on a vécu nos premières expériences professionnelles. Et donc, il y a un peu une scission qui s'est faite entre ceux qui partaient dans des métiers dits plus classiques, socialement très valorisés dans l'école, donc les grosses boîtes, le conseil, la finance. Et je me rendais compte que eux, le soir, ils vivaient juste par le fait de voir leurs potes, etc., mais que leur job en lui-même, c'était vraiment un job. Alors que moi, ce qui était important dans ma journée, c'était aussi la journée que je trouvais super intéressante. Et donc, voilà, c'est comme ça que je définirais. Et la deuxième chose, c'est que sur le côté impact, pour moi, ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des métiers qui ont un grand impact, mais qu'on ne voit pas, et des métiers qui ont peut-être un impact qui est plus petit, mais plus concret. Et ça, au quotidien, c'est pas du tout la même manière de le vivre. Et justement, quand j'ai travaillé au ministère, c'est ce côté, on essaye de faire des choses à très gros impact, mais on ne voit pas ce qui se passe et on ne sait pas s'il se passe vraiment quelque chose. Alors que là, je travaille dans une petite start-up de l'économie circulaire et c'est au quotidien. Voilà, on sauve un meuble de la benne et c'est super. Donc, voilà. Merci Lélie, est-ce que vous avez envie d'enrichir cette définition ? Je pense déjà qu'il faudrait 4 heures pour répondre à qu'est-ce que c'est que d'avoir du sens dans son travail. Je pense qu'il faut distinguer donner du sens justement à son travail. Ça, on peut en trouver de plein de manières différentes. Un travail chez un acteur de la pétrochimie, mais qui est hyper intéressant, on pourrait y trouver du sens. Après, est-ce que ce travail a du sens au sens une utilité pour la société ? La réponse sera plutôt non. Et du coup, il y a cette deuxième dimension de un travail qui a du sens au sens, si je peux me permettre, de sociétal du terme. Donc plutôt un travail qui est utile. Et là encore, ça va, à mon avis, dépendre de chacun, de quelle est l'utilité sur laquelle on a envie de se positionner. Il y a 36 000 causes à défendre. Il y en a qui vous font vibrer plus que d'autres. Et je pense que c'est super important de se connecter effectivement à, quand je regarde les infos, quand je lis des livres, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui me donne envie de casser des murs, il ne faut pas le faire, ou qu'est-ce qui me donne envie de déplacer des montagnes pour être plus positif. Et ça, quand on commence à se connecter à ça, on va pouvoir aller regarder où est-ce que je peux avoir un impact sur cette dimension-là. Par exemple, moi, c'était autour du travail, comment je peux avoir un impact sur la dimension travail. Et là, vous allez découvrir une myriade d'acteurs, et c'est ça qui est intéressant aussi.
c'est qu'il y a les collectivités et je pense que le public a un énorme rôle à jouer et a énormément de sens, même si parfois ça peut être un petit peu démoralisant de se dire oh là là, mais en fait il y a trop de choses à faire et pas suffisamment de moyens. N'empêche que c'est un endroit où on peut aussi avoir du sens. Ça peut être dans toute l'économie sociale et solidaire, notamment les associations. Je crois qu'il y a plus de 150 000 associations recruteuses aujourd'hui. Ça peut être dans des entreprises, que ce soit des startups ou des grosses entreprises qui sont en train de se transformer. On pourra revenir dessus avec un petit warning sur le greenwashing et comment on peut détecter ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de façons d'avoir du sens, il y a plein de façons de l'aborder. C'est vraiment vous connecter avec qu'est-ce qui, pour vous, quel est l'impact que vous voulez avoir sur la société, quelles sont les causes que vous souhaitez défendre. Et je pense qu'aborder le travail, pas uniquement comme un gagne-pain, mais comme je vais défendre des causes et je vais utiliser mes fameuses 70 000 heures pour défendre ces causes, c'est vachement plus positif et ça fait vibrer le matin quand on se réveille, même quand on se réveille à 5 heures pour prendre le train pour venir à Rennes. Ça sent le vécu, non ? Un tout petit peu. Et pour compléter ce que disent Eulalie et Fabien, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un clair-obscur de changement d'air. Avec, comme je vous le disais dans mon expérience personnelle, professionnelle, des boussoles dont on hérite, qu'on subit parfois avec le sens, c'est de travailler dans une ONG, et des boussoles qui nous sont très personnelles. Je ne reviendrai pas sur la qualité du travail au quotidien, notre capacité d'être formé, d'être écouté, d'être décisionnaire dans la mise en place de stratégies, etc., qui nous apportent du sens au quotidien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit, dans ce clair-obscur, rajouter un sens supplémentaire qui est toujours, heureusement et malheureusement en même temps, la responsabilité des citoyennes et des citoyens que nous sommes, de décider des nouvelles boussoles. Et donc je pense qu'en ce moment en particulier, notre sens supplémentaire est de décider quels sont les sens que nous voulons aussi donner à l'économie et plus généralement à notre société et que nous pouvons faire transpirer directement dans notre quotidien professionnel. Et donc, la question des boussoles et de comment on peut en réalité faire que ces boussoles, elles attirent d'autres personnes pour devenir de nouvelles normes. Et je pense que le sens, il est là aussi là-dedans, et j'atterris un peu sur ce que je dis. Est-ce que finalement, mon sens dans mon travail, ça va être de simplement réduire l'empreinte carbone de nos activités ? Coucou Jean-Marc Jancovici. Non, c'est un début, excellent début. Par contre, qu'on va derrière remplir à nouveau d'autres sens. Et donc peut-être que vous commencez à voir émerger dans vos entreprises la possibilité de régénérer le lien à l'autre, de régénérer la créativité, de régénérer la bienveillance, de régénérer la solidarité, de régénérer le vivant autour de vous de plein de manières. Comment on fait en sorte que ces nouvelles boussoles de sens, elles émergent et elles se normalisent ? C'est une responsabilité supplémentaire, j'en suis sûr. Ça peut faire peur et à la fois je trouve qu'aussi c'est hyper enthousiasmant que ça se trouve tout ce qu'on est un peu en train d'expérimenter chacun dans notre quotidien professionnel va devenir quelque chose de complètement normalisé dans quelques années, parce que en général les ruptures, les changements vont beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Qui aurait pensé il y a quelques années en arrière qu'on allait pouvoir arrêter l'économie mondiale quelques mois pour la santé des plus fragiles ? À l'inverse, je pense qu'on peut aussi se dire que bientôt dans les entreprises, bientôt dans nos collectifs, on utilisera d'autres indicateurs pour mesurer nos succès. Et ça, c'est quelque chose qui nous donnera du sens encore plus fort, encore plus rapidement au quotidien. Merci à tous les trois pour votre réponse. Si, Julien, je me retourne vers toi, tu parlais des métiers d'après-demain et de comment non pas faire moins de mal, mais faire mieux. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces métiers, de ce panorama non pas futuriste, puisque déjà dans le présent, de quelques personnes qui t'ont touché dans ton podcast, dans tes livres, pour nous dresser un petit peu un panorama holistique de ces métiers qu'on... J'ai un peu l'impression, malgré moi, d'être un voyageur du futur. Quand je parle de tout ce qui est réalisable, souhaitable pour l'avenir, en général, du côté des Françaises et des Français à qui je m'adresse, je sens une grande défiance. Et je pense à mon grand-père qui me disait on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Alors que moi, en réalité, je sais exactement ce qu'on va gagner puisque ça existe déjà. Et on nous dit oui, mais les mondes de demain, il va falloir innover, il va falloir inventer, il va falloir créer. Et je dis que c'est faux. Et donc, en général, sur la question du métier pour atterrir, on nous dit que 85% des métiers n'existent pas. Vous avez déjà vu ce chiffre ?
Un moment ou un autre, on l'entend dans nos études. Les conseillers et conseillères d'orientation nous le balancent à la figure en nous disant qu'à un moment ou un autre, on va se retrouver avec un casque de réalité virtuelle sur le visage où on va avoir comme assistante ou assistant, pourquoi pas, un logiciel d'intelligence artificielle. C'est faux. Les métiers de demain existent déjà. Les 2030 glorieuses sont déjà tout autour de nous. Ce n'est pas une question de les inventer, de les créer. On n'a pas besoin d'Elon Musk qui peut continuer à jouer avec ses zizis de métaux à envoyer dans l'espace et gâcher ses milliards pour acheter Twitter et couler ce genre d'entreprise. Ça nous arrange, tant mieux. Par contre, les métiers, ils existent déjà, des nouvelles abondances des 2030 glorieuses. Il faut mieux savoir les regarder et il faut mieux savoir les valoriser. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des personnes qui permettent de faire réatterrir la consigne sur leur territoire, des personnes qui peignent des toits en blanc comme des rafraîchisseurs de bâtiments, des personnes qui créent pas très loin d'ici des villages sans béton avec des tiny houses à destination notamment des étudiants. Ce sont des personnes qui recultivent en ville pour qu'on se rende compte que notre alimentation, elle peut venir à côté de chez nous. Ce sont des personnes qui déploient des flottes de milliers de véhicules en autopartage pour qu'on arrête de penser qu'on doit adorer la bagnole, comme dirait l'autre. Ce sont des dizaines et des dizaines de postes. L'affiche est longue. Et donc, je ne vais pas me lancer dans cette liste à la Prévert interminable, d'autant qu'on n'a qu'une heure et que Arthur et Hélène ont dit que là, ça va speeder un peu pendant ces deux prochains jours. Mais je vous dis quand même quelque chose, c'est que moi, quand j'ai lancé le podcast 2030 Glorieux, je me suis dit, en fait, 25 interviews par an, peut-être une année, 2 années, et puis on verra ce qu'il adviendra. Là, maintenant, je suis persuadé que le podcast, il va me permettre de rentrer en 2030 Glorieuse, tellement il y a de métiers qui incarnent ces 2030 Glorieuses. Et plus on commence à regarder, et plus, en fait, on voit facilement tous ces métiers. Parce qu'il y a un gros travail de revalorisation aussi de ce que ça veut dire un métier des 2030 Glorieuses, parce que finalement, le réparateur, l'agriculteur, et tellement de personnes qui nous aident à vivre plus au quotidien cette sobriété qui est une sorte de porte d'entrée vers plus de bonheur, plus de joie dans nos vies, plus de collectif et plus d'action. Ce sont des métiers qui sont tout autour de nous et que notre société nous a malheureusement appris à déprécier, à ne même plus valoriser, à ne même plus regarder, et qui sont pourtant des métiers qui vont largement se déployer. Si jamais vous voulez mettre des chiffres à côté de ça, parce que mes envolées lyriques ne vous convainquent pas trop, vous pouvez aller regarder du côté du plan de transformation de l'économie française ou du scénario Transition 2050 de l'ADEME, qui vous donne aussi, dans des colonnes très lisibles, les centaines de milliers d'emplois. L'ADEME dit jusqu'à 900 000 emplois à horizon 2050, des emplois de ces 2030 glorieuses qui vont être là aussi pour transformer notre économie. Et ça, je trouve que c'est enthousiasmant parce que ça fait partie de ces choses que vous allez pouvoir répéter ce soir à table quand on vous dira alors vous n'êtes pas trop fait chier à votre salon sur l'emploi là, et vous direz mais en fait c'est fou parce que non seulement ça peut me faire du bien d'avoir un métier qui a du sens, mais en plus c'est une vraie opportunité parce que ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés dans ces secteurs en pleine mutation. Et donc, en fait, stratégiquement, c'est hyper intéressant pour nous toutes et tous d'y aller vers ces métiers. Et rien que ça, rien que se dire qu'on est stratégique, ça fait du bien. Merci de nous ouvrir le champ des possibles. Et en effet, on a toujours en tête une petite flopée de métiers qui existent, vers lesquels on peut tendre. Et en fait, c'est beaucoup plus large. Pas besoin de mettre explorer. votre plus belle chemise à carreaux pour aller gratter un lopin de terre ou de vous dire que vous allez être consultant, coach carbone. Ou... Non, il y en a plein des métiers. Et c'est en plus, et je termine par ça, excuse-moi, je te hack ta relance. Très bien. Mais c'est dans le podcast, je me suis aussi évertué à essayer de révéler tous les âges, toutes les expériences, tous les milieux sociaux, tous les territoires, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression que c'est un truc un peu parisiano-centré, idéalement porté par des jeunes que nous sommes, je crois, et de se dire que si on n'est pas urbain, si on n'est pas, en fait, ça sera pas pour nous. Non, c'est faux. C'est déjà pour tout un tas de choses dont le fil conducteur est la joie, et ça aussi, ça fait du bien de se le dire. Merci, je te remercie de me couper la parole. C'est une transition parfaite à ma question suivante. Eulalie, j'allais me tourner vers toi dans la lignée du manifeste pour un réveil écologique. Et puis depuis, vous êtes sans doute sensible et vous avez vu passer les discours dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, à travers notre territoire, d'étudiants qui disent désertons ou bifurquons, changeons de trajectoire. Ça pose la question de est-ce qu'il faut adhérer au système ou le déserter? Est-ce qu'il faut être dedans ou dehors pour avoir du sens? Est-ce que c'est un sujet plutôt de privilégiés? Ça fait le lien parfaitement
parfaitement avec ta question. La réponse est évidemment non. Mais j'aimerais que tu nous en dises plus sur ce que tu observes du point de vue du mouvement. Et qu'est-ce qu'on peut esquisser comme peut-être réconciliation entre le dedans, le dehors, comme adhérer ou bifurquer, et de vous aider, vous, à naviguer entre ces différents chemins qui sont proposés et qui, en fait, ne sont pas si contradictoires. Alors, grande question, avec plein de sous-questions. Je commencerai par la partie dont tu parlais aussi sur est-ce que c'est les emplois qui ont du sens, les emplois de la transition, est-ce que c'est un délire parisiano-bobo urbain ? Et nous, on a conduit un sondage avec Harris Interactive, dont on a eu les résultats très récemment, qui montre auprès des jeunes de 18 à 30 ans, il y a eu 2000 répondants, et de toutes catégories sociales, représentatives, etc., qui montrent que 82% des gens considèrent qu'il est très important pour eux d'avoir un métier qui soit utile à la société et compatible avec l'environnement. Donc déjà, il faut un peu déconstruire ce cliché que c'est que certaines personnes qui cherchent ce métier qui a du sens et qui a un sens environnemental. La deuxième chose, c'est sur cette question de... Alors c'est toujours ce que les gens me demandent autour de moi, on nous challenge aujourd'hui en tant qu'étudiant, et toi, du coup, tu vas être dans le système, tu veux bifurquer. Waouh, déjà, c'est pas aussi dichotomique que ça. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'étudiants, quand on cherche un job, on ne se dit pas est-ce que je vais dans la voie, dans le système, ou est-ce que je bifurque. On se dit, bon, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que je veux faire qui correspond à moi, ce à quoi je me sens utile et dans lequel je peux avoir un impact. Et pour aider cette orientation, nous, on a construit un outil qui s'appelle Pour l'emploi de demain, où ça fait depuis un an et demi qu'on travaille pour cerner les 16 grands chantiers de la transition, pour pouvoir mettre des mots très concrets et précis sur où est-ce qu'on peut être utile. Et donc ça va de la rénovation énergétique, le secteur des bois et forêts, la question des matériaux qui est assez peu évoquée, la transition hydrique, l'aménagement du territoire. Enfin, c'est des sujets qui sont globaux et dans lesquels chaque personne, que ce soit de manière urbaine, rurale, dans une grosse structure, dans une petite structure, dans une asso, dans une entreprise, la rénovation énergétique, c'est porté par les pouvoirs publics qui font des aides, les petites, parce que c'est majoritairement des petites ou des micro-entreprises qui sont des ouvriers qui font les choses, des startups qui font de la formation à ces ouvriers. Donc en fait, tout le monde peut agir à n'importe quelle échelle, et donc il n'y a pas forcément cette dichotomie, il y a besoin des deux, et voilà. À vous trois, on a déjà plein de ressources à aller lire, découvrir, surfer, pour aller découvrir un petit peu justement cet infini des possibles et se poser une question assez intime, assez personnelle de où est ma place et où est-ce que je veux aller. Fabien, je me tourne vers toi cette fois pour partir de ce que tu disais en introduction, tu mettais pas tous tes œufs dans le même panier et dans ton premier emploi, de trouver du sens à côté de ton travail dans un engagement politique. On se pose souvent la question de la place du travail dans nos vies. Julien, je sais que tu milites pour un travail dans lequel on s'investit, puisque c'est une bonne partie de notre temps, de manière très concrète. Donc Fabien, on parlait de déjà comment orchestrer sa vie entre différents emplois, comment est-ce que son travail doit être un réceptacle pour ça, et quelle est la juste place de son travail. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, d'autant plus quand on regarde, je parlais de burn-out, d'anxiété au démarrage, on parlait de mouvements qui sont globaux, internationaux, de personnes qui mettent le travail à distance. J'aime bien ce chiffre de la Fondation Jean Jaurès, je sais que tu l'utilises aussi, qui fait une enquête récurrente sur la place du travail dans nos vies, en tout cas la place de nos centres d'intérêt dans nos vies. Et le travail avait 60% très important dans nos vies en 1990, il n'est qu'à 24% aujourd'hui. D'autres sphères de nos vies ont pris plus de place, nos familles, nos amis, nos loisirs. Tant mieux, à certains égards, on prend soin de nous et on s'est distancié un peu du travail. Néanmoins, il reste là. J'aimerais bien t'interroger, Fabien, sur ça, sur comment est-ce qu'on choisit vie pro, vie perso dans une dichotomie qui en fait n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, en fait, si on revient sur la démission silencieuse, donc le quiet quitting dont on a beaucoup parlé, surtout l'an dernier, en fait, c'est un peu un double phénomène. Il y a à la fois, on commence à sortir, et je trouve que c'est heureux alors encore un anglicisme, désolé, ce qu'on a appelé la hustle culture, un peu limite la culture du burn-out. C'est-à-dire, et ça c'était très inspiré des startups, en fait, je suis toujours connecté, je me surinvestis dans mon travail. Donc on revient sur ça en se disant, et c'est notamment lié au Covid et au confinement où on a pris de la distance
de fait par rapport à son travail. Et moi, je prends souvent l'exemple de, je ne sais pas si vous connaissez la grenouille qu'on met dans une marmite d'eau froide, qu'on fait chauffer l'eau. La grenouille, elle se fait ébouillanter parce qu'elle reste dans la marmite d'eau qui devient bouillante. Sauf si on sort la grenouille et qu'on essaie de la remettre après dans la marmite d'eau bouillante, elle ne rentrera pas parce qu'elle ne veut pas s'ébouillanter. Enfin, nous, on a été un peu cette grenouille-là en fait, pendant le Covid. On nous a sortis de la marmite d'eau chaude qui était le travail et notre relation au travail. On a pris de la distance par rapport à ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait peut-être des trucs qui ne nous convenaient pas et qu'il y avait des essentiels qui n'étaient pas forcément dans notre travail actuel. Et du coup, en sortie de confinement, on a essayé de se remettre dans la marmite et il y en a plein qui ont décidé soit de démissionner, soit de dire « Oula, je prends mes distances par rapport à mon travail » ou alors de se dire bah, « Je vais chercher un travail qui a plus de sens ». Donc, il y a ce côté-là du quiet quitting, de se dire je remets le travail à sa juste place, j'ai un contrat de travail, je le respecte. Il y a eu un peu des éditorialistes qui ont parlé d'épidémie de flemme, c'est pas du tout ça. Les gens respectent leur contrat de travail en fait, c'est important de le dire, c'est pas de la flemme, c'est juste je remets le travail à sa juste place. Mais il y a aussi dans le quiet quitting de l'insatisfaction par rapport à son travail, de dire je ne trouve pas de sens dans mon travail, donc je me distancie. Et c'est là-dessus, nous, on essaye de travailler, de se dire bah, c'est pas durable de se distancier à ce point-là de son travail, parce qu'en fait, encore une fois, je suis désolé, je vous rabâche le chiffre, 70 000 heures, vous le retiendrez, 70 000 heures dans une vie au travail, ben, on ne peut pas débrancher son cerveau pendant 70 000 heures, donc autant faire que ce travail, qu'on arrive à s'aligner, on parle beaucoup d'alignement, qu'on arrive à s'aligner avec ses propres valeurs, et donc faire un travail qui a du sens, et ce n'est pas du tout incompatible de faire un travail qui a du sens et de respecter un équilibre qui est aussi propre à chacun, de vie pro et vie perso, parce que je suis persuadé que si on va trop loin dans l'engagement, et ça peut être un risque parfois, notamment des associations, d'aller trop loin dans l'engagement, on peut aussi se griller et c'est pas bon du tout parce que du coup on peut avoir un mouvement de marche arrière et de partir totalement dans d'autres secteurs et c'est bien sûr pas ce qu'on veut. Donc à tout moment, il faut garder en tête que c'est aussi du travail, qu'il y a autre chose à côté de son travail. Donc bien sûr, il faut qu'il soit aligné, il faut aussi qu'on ait une vie au global épanouie en dehors du travail. Donc le sens, peut-être, pour reprendre ta définition que tu nous proposais tout à l'heure, c'est d'arriver à se regarder dans la glace le matin, mais il faut déjà arriver à se lever. Et ça, c'est déjà un bon chantier. Donc prenez soin de vous, c'est peut-être le premier message. Maintenant, j'ai envie de vous demander des conseils, en fait, puisque chacun vous donnez des imaginaires de travail, de différentes places du travail, de différents métiers, et du coup de questionner pour ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, qui entrent dans la vie active et donc commencent à se poser ces questions de où est ma place, quel emploi, quels emplois peut-être au pluriel, quel métier, et ou au contraire qui veulent poursuivre leur effort dans le travail qui leur plaît aujourd'hui ou changer peut-être en nous écoutant, en découvrant sur la place d'Élise peut-être une autre opportunité. Quels seraient vos conseils à vous pour naviguer ce questionnement et puis surtout cette recherche d'emploi pour être les plus armés le mieux possible pour trouver un métier qui a du sens? Je vais te demander de reprendre et je vous demande chacun d'y répondre. Je vais commencer. Déjà, vous avez déjà accompli le premier conseil, c'est de commencer par faire des petits pas qui ne sont pas si petits que ça. Et si vous êtes là aujourd'hui, ça en est déjà un assez important. C'est de vous renseigner, de vous connecter, de voir ce qui existe. Nous, c'est pour ça qu'on a créé la plateforme Jobs That Make Sense. C'est pour montrer vraiment l'étendue des emplois, des formations, des secteurs d'activité qui existent, la manière dont on peut s'engager par le travail. Donc, c'est vraiment d'être curieux, de rencontrer des gens, de parler, ne pas hésiter à aller voir une personne que vous trouvez inspirante, rentrer en contact avec elle, soit sur LinkedIn, soit un forum de n'importe quel moyen. Dites juste, votre parcours m'inspire, est-ce que vous auriez 10 minutes pour en parler? En général, on ne vous dit pas non, parce que vous ne demandez rien, en fait, vous demandez juste à discuter. Et les gens aiment bien parler d'eux d'une manière générale, donc ça fera plutôt plaisir. Alors ça va faire un petit peu gourou, mais de se respecter aussi, c'est-à-dire vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman, vous n'allez pas
J'aimerais bien qu'on soit tous à révolutionner le monde, mais on le fera chacun à son échelle et c'est excellent. Donc de pas non plus se dire oh là là, je veux viser super haut et j'ai mon idée de job parfait, je sais exactement ce que je veux faire et je ne regarde que ça, parce qu'en fait ça c'est très compliqué et ce sera peut-être très progressif. Moi j'ai changé 5 fois de travail depuis SFR et je me suis planté plein de fois et c'est pas grave. J'ai créé une boîte que j'ai plantée, j'ai rejoint une petite structure, j'ai fait un burn-out, j'ai rejoint une autre structure, au bout de 3 ans, on m'a dit, moi la RSE, j'en ai rien à foutre. Donc je suis parti. Là, je suis parti pour rester quand même chez Job That Makes Sense, mais en tout cas, c'est pas grave de changer. Donc aussi accepter ça, de se dire, bah voilà, ce sera peut-être pas parfait tout de suite et c'est pas grave, c'est progressif, et de jalonner un petit peu votre parcours de petites actions. Où vous aurez des petits succès mais qui sont des grands succès en fait, de vous dire aujourd'hui je vais lire un livre super intéressant de par exemple Julien Vidal, il paraît que c'est un mec qui écrit des trucs pas mal, je vais aller me renseigner sur pour un réveil écologique, je vais participer à des ateliers, à des fresques, faire plein de petites actions comme ça et vous allez faire évoluer votre projet professionnel au fur et à mesure, trouver un petit peu, rencontrer des gens, trouver des organisations dans lesquelles vous aimeriez vous épanouir et vous engager professionnellement. Et c'est comme ça que ça va se faire. Donc vraiment, allez-y et bravo d'être là déjà parce que c'est une super première étape. Je pense qu'on peut vous applaudir tous. Julien, quels sont tes conseils à ceux qui commencent ce parcours ou qui en sont plein dedans? Fabien a fait une liste longue comme le bras. Vous en avez noté la moitié, j'espère. Et donc, vous retrouverez en plus sur le site de Jobs That Makes Sense tout un tas de conseils. Je trouve que au-delà de leur partie mission, la partie blog, conseils et accompagnement est très bien faite. Et j'aurais tendance justement à aller dans cette direction-là pour vous dire que moi, ce qui a importé à mon niveau, ça a été de déverrouiller et de me réapproprier la notion de travail pour sortir de la simple ressource humaine que j'ai été et qu'on a formaté tout au long de ma vie éducative. En me disant, on te prépare au marché du travail, tu vas pouvoir ensuite être inséré dans le marché du travail et être là pour générer de la croissance jusqu'à ce que tu sois trop vieux, inutile ou idéalement à la retraite pour sortir de ce marché du travail. Nous ne sommes pas que des ressources humaines. Et le moment où on se rend compte qu'on n'est pas là pour générer de la simple croissance économique, il y a un réempuissantement qui est extraordinairement libérateur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette théorie de l'armée de réserve, mais l'idée, c'est de dire que sur le marché du travail, l'emploi, le désemploi, en l'occurrence le chômage, serait presque magiquement entretenu, de manière à ce qu'on se dise toujours dans un coin de notre tête, si en fait je ne veux pas assurer cette mission, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là pour me remplacer, donc j'ai plutôt intérêt à fermer ma gueule. Dernière insulte, je vous ai dit que j'en avais 3, ça y est, c'est rebouclé. Et donc du coup, on est en train de changer complètement de paradigme par rapport à ça et de se rendre compte que finalement, nous sommes en train de reprendre notre capacité, non pas d'être des ressources humaines, mais d'être des ressources du vivant et de participer à générer de nouvelles croissances. Il y a de nombreuses opportunités pendant lesquelles j'ai eu l'occasion d'entrer dans des entreprises où de plus en plus, les personnes notamment aux ressources humaines me disent « mais c'est fou ». Parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était les candidats qui, peut-être à la fin, avaient une ou deux questions à peu près intelligentes pour faire comme s'ils s'étaient intéressés à la structure. Et aujourd'hui, en fait, les candidates et les candidats passent plus de temps à nous questionner qu'à répondre à nos questions. Et les entreprises qui sont comme les plus engagés, qui apparaissent comme les plus engagés, reçoivent des quantités infinies de candidatures, alors que celles qui sont vues comme tenantes de l'ancien monde ont du mal à recruter. Rendez-vous compte, rendons-nous compte à quel point, dès à présent, nous avons un pouvoir d'orienter l'économie en rejoignant ou pas certaines structures. Et si l'automobile, le nucléaire, l'aviation ont de plus en plus de mal à recruter, et c'est le cas, c'est aussi grâce à nous et c'est un pouvoir que nous avons dans nos mains.
C'est primordial. Si vous êtes suffisamment cinglé pour vous dire que vous pouvez encore rentrer dans ces structures et les transformer de l'intérieur, bravo. Et à la fois, vous pouvez vous applaudir si vous le faites, je ne serai jamais dans cette énergie. Et à la fois, si vous considérez votre temps, votre énergie comme tellement précieuse pour pouvoir aller créer toutes les sources qui vont derrière rendre encore plus ces anciennes structures obsolètes, encore plus bravo. Et là, oui, vraiment, vous pouvez vous applaudir. Et donc, c'est complètement schizophrène comme conseil parce que vous allez devoir sacrément vous lâcher la grappe. C'est en plantant qu'on devient jardinier, comme on dit. C'est en se plantant qu'on devient jardinier de sa propre vie, et notamment professionnelle. Et donc, vous allez vous planter, tant mieux. Et à la fois, c'est très important que vous le fassiez avec le plus d'énergie, le plus d'ambition possible, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre à faire que ces 2030 glorieuses, elles adviennent le plus rapidement possible. Et donc, il n'y a qu'une chose à dire, on n'est plus là pour travailler, on est là pour porter des métiers et au boulot. Au boulot. Vaste sujet, merci Julien. Je pense que c'est, en reprenant vos deux réponses, c'est en effet, il faut décomplexer déjà un petit peu ce parcours-là, notamment dans le premier emploi. C'est souvent un moment très stressant, avec plein de contraintes, des deadlines, et puis parfois une pression normale financière associée. Il faut décomplexer, en effet, ces petits pas, et puis vous remettre en question, mais sans en faire, il faut absolument du sens dans ma vie, sinon j'ai raté ma vie. Je pense qu'il faut un petit peu se détendre aussi, et on veut vous proposer ces imaginaires-là aussi de, en fait, c'est un pacte avec vous-même, c'est chaque jour, en fait, de se poser ces questions-là, et de, parfois, c'est pas la priorité parce que vous êtes malade, ou parce que vous avez un parent ou une parent malade. En fait, il faut choisir un petit peu ses combats. Eulalie, pour ta part, tu es encore étudiante, donc tu as côtoyé un petit peu l'expert la vie active. En même temps, tu es dans cette phase d'engagement très fort avec différentes structures associatives. Où est-ce que tu en es dans ce chemin-là et qu'est-ce que tu vois autour de toi pour naviguer en fait, ce moment-là de remise en question ou de questionnement du travail? Pour moi, le début du processus, c'était vraiment de conscientiser tous les biais que j'avais intériorisés, soit par ma famille, etc., et surtout mes études, parce qu'on est dans un environnement, que ce soit en université ou en école, et en école c'est particulièrement présent, où il y a une manière de penser, et notamment des entreprises qui sont très très présentes et omniprésentes. Moi j'ai pris des cours d'économie. Les cours d'économie, c'est des cours d'économie libérale où il n'y a aucune limite à ces modèles économiques qui n'est mentionné. Toute notre vie associative, elle est sponsorisée par des grosses boîtes parce que la petite boîte d'économie circulaire du coin, en fait, elle n'a pas 20 000 € à donner pour que vous ayez faire un week-end au ski. Donc c'est de la finance et du conseil qui vous sponsorisent. Parce qu'on vous dit vous êtes la jeunesse élitiste, allez faire le nouveau CAC 40 ou je ne sais pas quoi. Donc la première chose, c'était vraiment de conscientiser qu'est-ce qui moi m'intéresse, quels sont les biais que j'ai intériorisés pour en sortir. Et ça s'est passé par justement ce besoin de faire une pause et de faire une année de césure où je me suis dit le monde associatif m'intéresse beaucoup et j'aimerais m'y mettre à temps plein. Et donc créer mon propre projet, ce qui n'est pas hyper facile, mais en fait hyper enthousiasmant. Et à côté, il faut quand même que je mette du beurre dans mes épinards ou juste que j'ai des épinards. Donc j'ai pris un petit job dans une start-up de l'économie circulaire qui est géniale, où on est 7, ça s'appelle Smartback. Ça a pour but de revaloriser les retours des meubles du e-commerce. Donc un impact très concret. Voilà, donc aujourd'hui mon seul point c'est de dire que j'ai l'impression que plus j'avance, plus je me pose des questions et moins je suis sûre de là où je vais. Mais en même temps je trouve ça cool et je me dis que quand je vois parfois des gens plus vieux ou même mes parents qui se posent maintenant des questions et qui ont passé 20 ans à travailler dans la banque et sont là, pourquoi j'ai fait tout ça? Je me dis que le faire à 20 ans, même si je perds peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de césure, c'est pas très grave. Et c'était mon directeur de mémoire qui, au début de notre année, nous avait souhaité de sortir du master en nous posant plus de questions que ce qu'on avait à l'arrivée. Et je pense vraiment que notre capacité à nous poser des questions tout au long de la vie, c'est pas du tout quelque chose qui va nous empêcher de dormir et qui va nous donner l'impression d'être des insatisfaits chroniques. Mais au contraire, c'est une manière de rester éveillé à nous-mêmes, de continuer à s'approprier ces sujets. Parce que ce qui est sûr, c'est que les problèmes sont tellement complexes que d'ici 1, 2, 3, 5, 10, 20 ans, on va encore découvrir des choses, on va encore éclairer des choses, on va encore
renoncer et repenser à certaines choses. Et donc, en fait, il est très possible que l'année prochaine, vous fassiez quelque chose qui apparaisse dans 10 ans comme en réalité complètement contre-productif. Et donc, notre capacité de remise en question, elle va nous permettre comme ça d'ajuster en permanence notre boussole face à l'immensité de la tâche qui, en fait, est à l'image du vivant, c'est-à-dire un joyeux bordel. Et donc, il faut réussir à se mouvoir en permanence dans ce joyeux bordel. Je vais reprendre ce mot de joie et après je ne sais pas si j'ai le droit, mais je vais vous laisser la place pour quelques questions avant de terminer à l'heure parce que je respecte mon horaire. En l'occurrence, j'aimerais qu'on parle de cette joie et de finir, de conclure entre nous et de vous proposer une vision du travail joyeuse dans un joyeux bordel, de se questionner dans son parcours, dans son métier, dans ce qu'on fait au quotidien. Quelle est l'importance pour vous de cette joie, de cette vision, de ce récit du travail, et qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme dernier message avant d'ouvrir la place à peut-être une ou deux questions, et puis évidemment de se retrouver après pour discuter. Je réponds en accéléré, et comme ça ensuite j'arrête de vous interrompre. On a tout un tenant de l'ancien monde qui nous dit être eux les pragmatiques, les réalistes, les gens sérieux, laissons-leur ça. Très bien. La désirabilité des mondes de demain, elle va passer par la joie, elle va passer par le plaisir, elle va passer par notre capacité à nous dire qu'en fait, on a le droit d'être heureux et on a le droit d'être heureux dans nos métiers. Les entreprises sont les machines à rêve de notre présent. C'est elles qui, avec le soft power de la publicité, nous font croire qu'en fait, la liberté ultime, c'est d'être le cul dans une bagnole, seul, sur une autoroute apparemment seul. Je ne sais pas comment ils font d'ailleurs dans leur publicité. Ils ont toujours des routes où ils sont tout seuls. Et de se dire que finalement, les exécutants, les politiques sont aujourd'hui que de simples exécutants, doivent valider ces rêves en construisant, par exemple, une nouvelle autoroute. J'imagine que vous suivez ce qui se passe avec l'A69. Grâce à notre joie, notamment au niveau professionnel, nous allons pouvoir orienter différemment ces rêves. Grâce à la publicité, grâce à la manière de raconter nos métiers, grâce à toutes les conversations que nous allons avoir et aux millions que nous allons être capables dans des rapports d'activité et dans des affiches en gigantesques dans les villes, nous allons pouvoir donner au monde d'autres rêves. Et ça, ce sont des rêves tellement plus enthousiasmants qui sont en fait d'une puissance phénoménale. Reconsidérons à quel point les entreprises sont des machines à rêve, hackons ces rêves et décidons d'en faire des rêves autrement plus sexy que d'avoir un nouvel iPhone ou je sais pas quel... Ouais, hein, j'arrête là parce que sinon je vais continuer à sortir ma quatrième insulte, j'en ai pas. Ouais, voilà. je la prends du coup. Oui, moi je pense que c'est vachement important de parler de cette joie, cette fierté aussi. Je pense que c'est important de parler de fierté, de se dépolluer un petit peu de la notion de réussite. Moi j'ai fait une école de commerce, alors je vous raconte pas la notion de réussite qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros par an sur son compte en banque. En fait, c'est rare qu'en fin de vie, on se dise « Ah là là, si j'avais plus contribué au PIB ou si j'avais plus gagné d'argent, ça aurait été quand même vachement mieux ma vie. » Par contre, souvent, on se dit « Si j'avais passé plus de temps avec mes amis, si j'avais... été plus conscient de l'importance du temps, etc. » Ça, c'est sûr qu'on se le dit. Et du coup, moi, si on veut revenir sur du concret, sur les futurs désirables, qui sont aussi des présents désirables d'ailleurs, c'est quoi? C'est la reconnexion au vivant. Donc on en parle, la reconnexion au vivant, c'est d'apprécier et de se considérer comme faisant partie du tout et pas d'une nature qui est extérieure à nous, mais on fait partie d'un écosystème on apprécie de voir la biodiversité, de voir les oiseaux, de faire une balade en forêt. Ça, c'est éminemment joyeux. Ça va être de passer du temps avec ses proches, c'est éminemment joyeux. C'est ça, en fait, les futurs désirables dont on parle. C'est de manger, d'arrêter de bouffer du McDo et de manger des fruits et légumes qui sont faits localement. C'est tout cette désirabilité-là. C'est quand même hyper agréable, hyper porteur. Donc oui, c'est de la joie. Et sortons un petit peu de cette vision du travail. On parle souvent, alors je crois que c'est pas vrai, l'origine du travail qui serait tripalium et qui serait la souffrance. N'empêche que c'est quand même pas mal ancré et on n'est pas obligé de souffrir au travail. Et donc réapproprions-nous ce temps-là pour être joyeux et pour être fiers de ce qu'on fait et de se lever le matin sans avoir la boule au ventre, mais plutôt en se disant à quoi je vais contribuer d'autre que le PIB. Super. Lélie, un dernier mot? Sur le thème de la joie et des émotions, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur je pense, de la vie de beaucoup de gens qui sont engagés sur les sujets écolos.
parce que c'est pas un sujet joyeux au quotidien de se dire que là, on a quand même l'impression qu'on va droit dans le mur et qu'on y va de plus en plus vite. Mais ce qui met de la joie et ce qui donne envie le matin de faire bouger, c'est de se dire que là, on a vraiment tout à réécrire et qu'on a un vrai pouvoir. Et c'est ce que vous disiez sur le recrutement, qu'aujourd'hui, nous, en tant que collectif, on va voir des grosses entreprises qui, au départ, un jeune de 23 ans qui leur dit « je suis pas content, je suis écolo », il l'aurait jamais écouté. Et là, en fait, ils n'arrivent pas à recruter parce que le message commence à être entendu, que leur boîte va complètement dans le mauvais sens. Et cette joie de se dire, en fait, on a vraiment le pouvoir de changer les choses. Et en tant que jeune, c'est possible de faire quelque chose. Et c'est le moment de rabattre les cartes et de réfléchir en profondeur à toute notre société. Et je trouve que c'est ça qui rend vraiment heureux, malgré un contexte pas forcément défini par la joie. Oui, c'est clair. En tout cas, ce que je retiens de vos réponses, c'est parler en fait. Parler de vous, raconter vos vies autour de vous, raconter, diffuser vos questions, mais aussi votre joie, parce qu'il faut créer ce nouveau récit. Et pour vous faire parler et lancer la dynamique de ce forum, est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Je vois déjà une main tendue. Je vais en prendre qu'une parce que je vois déjà les portes ouvertes. Et sinon, Arthur, qui est venu près de la scène, j'espère que c'est pour prendre les questions, va nous embrouiller. Mais évidemment, on est là toute la journée. Eulalie anime encore plusieurs tables rondes. Julien sera à la sortie Place des Lys pour signer son livre dans la demi-heure qui suit. On est là pour vous rencontrer et surtout parler entre vous. C'est là que ça commence et c'est l'opportunité que nous propose toute l'équipe de Séisme. Donc profitons-en. Et je prends votre question. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce témoignage alléchant et qui donne espoir et qui montre qu'il y a des possibilités qui sont permises. Cependant, j'ai une critique. Voilà, je suis désolé, je vais vous bousculer un petit peu. Moi qui suis issu du milieu populaire, passé par Wicker, passé par des parcours qui sont effectivement pas simples, votre discours il a du mal à résonner un petit peu en moi, étant donné que j'ai l'impression que ça se destine à de la jeunesse qui va devenir cadre ou qui va pouvoir accéder à des postes de cadre, ne serait-ce que dans des structures associatives ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, si on se pose la question de à qui est destinée cette parole, et qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse qui n'a pas le choix, finalement, que de travailler dans des structures qui vont encourager l'automobile, oui, parce qu'en fait, il faut effectivement avoir des épinards. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes, et à moi, par exemple, qui n'avons pas les bagages d'être cadres, qui vont pouvoir faire de la gestion de projet ou autre, et qui vont être les petites mains de ces structures-là et qui vont... voilà, j'imagine que vous comprenez ma question. Et voilà, désolé de vous bousculer, on est aussi là pour bousculer les trajectoires. Julien, tu parlais tout à l'heure du plan de transformation de l'économie française de Shift, du Shift Project. Justement, quand on regarde les métiers, ils sont principalement non cadres. En fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu, et c'est de moins en moins vrai, il y a eu un premier mouvement qui était les cadres qui se posent des questions de sens au travail, qui sortent de la Défense. Et on parlait tout à l'heure de Fuyons la Défense, qui était un site internet pareil, où on proposait des offres d'emploi pour les personnes qui voulaient partir de la Défense. Donc il y a eu ce mouvement-là, c'est de moins en moins vrai. Et aujourd'hui, les offres d'emploi qu'il y a, c'est à tout niveau de diplôme, cadre et non cadre. Les vrais besoins de demain et d'aujourd'hui déjà, c'est par exemple dans l'agriculture, c'est pas des cadres. C'est dans tout ce qui est recyclage, réparation et vente notamment de vélos. C'est pas de l'emploi cadre. Tout ce qui est recyclerie, etc., c'est pas de l'emploi cadre. Donc il y a vraiment de la richesse d'emploi locale et pas forcément Bac+5 qui émerge de plus en plus. Donc il y a des opportunités là-dessus. Et l'idée, c'est justement de gommer ces barrières. Et demain, si on se projette un petit peu sur le 1,1 million, je crois, d'emplois à créer côté Shift Project, il y a beaucoup de destruction d'emplois chez les cadres et beaucoup de création sur du non-cadre. Donc en fait, la balance est en train plutôt de s'inverser. Et c'est tant mieux. Je pense qu'on a besoin de moins d'encadrement et de plus de personnes qui font. Et du coup, les opportunités, elles sont là, elles existent déjà. Je ne sais pas sur le forum les offres qu'il y aura, mais nous, c'est sûr, sur le site, on a des offres de tout niveau de diplôme. Donc bravo d'être là aussi et de témoigner là-dessus, c'est hyper important.
de sortir de cette vision un peu de ce serait un truc de bobo. Nous, on lutte vraiment contre ça, c'est pas un truc de bobo en fait, c'est pour tout le monde. Moi, il y a 20 ans en arrière, je me rends compte qu'en fait, je vous ai dit que ma première carrière professionnelle était dans les ONG, mais en fait, je travaillais déjà à la rénovation énergétique des bâtiments. Je bossais sur les chantiers et effectivement, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui vont être créés là dans les prochaines années, qui n'ont rien à voir avec des métiers de cadre, puisqu'il faut avoir les mains dans le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche et toutes ces choses qui vont nous permettre d'avoir des bâtiments qui sont moins énergivores. Tu l'as dit, aujourd'hui, dans ma ville, à Voiron, 38 Isère Forever, on a l'une des plus grandes écoles de manutention, réparation de vélos qui est en train d'être créée. Et donc ça encore, c'est à terme, et même si c'est le cas depuis quelques années, il me semble, plus de vélos qui sont vendus en France que de voitures, et donc des milliers d'emplois qui vont être encore avec les mains. On a besoin d'1 million de paysans, et ça, j'ai l'impression que ce ne sont pas des métiers de cadre, qui doivent aussi participer à nous produire une alimentation durable, qui soit ancrée localement, sans intrants chimiques et qui permettrait en même temps de recapter plus de carbone et de favoriser le développement de la biodiversité grâce à tout un tas de pratiques permaculturelles. Et donc ça, c'est pas des face à ça, c'est pas des travaux de cadre. Désolé de vous avoir donné l'impression, avec peut-être nos envolées lyriques, que ça appartenait qu'à des gens qui étaient dans la capacité à bien parler, parce que en fait, c'est pas du tout le cas. Et en plus, en général, les gens qui parlent le mieux sont des personnes qui font pas des métiers qui sont que devant un ordinateur. Et donc, je pense que ça aussi, ça dit quelque chose de notre capacité et dans la manière de raconter. Je termine avec ça. À quel point, en fait, tout un tas de métiers qui ont été dépréciés, ils doivent être revalorisés et en fait redevenir des sources de désirabilité. Mon utopie, mes 2030 glorieuses, c'est des gens qui se diront, comme quand on l'a dit à mon frère, en fait, désolé, mais tu n'as pas les capacités pour suivre de longues études et donc du coup, tu vas terminer à faire un BEP ou un bac pro, qu'on leur dise, en fait, c'est génial, tu n'as pas des capacités d'intelligence arithmétique et donc tu ne seras pas peut-être sur des postes organisationnels et tu vas pouvoir expérimenter plein d'autres choses. Et quels sont tes talents et quelles sont tes envies au monde? Et donc, que ce soit effectivement dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des transports, dans le secteur de l'alimentation, il y a plein de choses qui nous attendent. Je donne un dernier exemple très concret. Il y a un réseau d'écoles absolument extraordinaire qui est en train de se développer, qui s'appelle les écoles Être, et qui est exactement dans cette rupture de se dire il y a une hiérarchisation des compétences et des succès et des carrières en France. Et là, ça accompagne des gens sur tout le territoire pour leur permettre de faire des métiers qui vont être absolument passionnants et qui sont ô combien nécessaires, loin d'un ordinateur, tant mieux pour eux. Merci pour vos réponses, merci pour votre question. À nous d'accompagner justement ces jeunes dont on parle et surtout de ne pas juger, puisqu'en effet il y a d'autres priorités parfois. Et comment est-ce qu'on crée les bons récits, les bonnes passerelles, les bonnes façons de se plonger dans un sens à la fois personnel mais aussi collectif. Et merci encore à tous d'avoir été là. Sortons donc de l'opposition, adhérer, bifurquer, cadre, non cadre, d'être dehors. Comment est-ce qu'on arrive à recréer des récits joyeux, collectifs du travail, vu qu'on a des enjeux qui sont quand même infiniment complexes et difficiles? On va avoir besoin de chacun d'entre vous pour prendre la parole entre vous, pour vous raconter comment vous sentez ce sens au quotidien ou pas. Et comme ça, on se guide les uns les autres. Je ne vais pas en dire plus, si ce n'est de vous inviter à sortir de cette opposition, de sortir de la fracture générationnelle aussi, j'ai fait une blague au début, mais c'était vraiment pas le but. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. J'ai quelques messages à vous faire passer pour la suite. Il faut... Non ? Je vais prendre les messages. Tu veux le faire ? Ça a un peu changé. Ah, d'accord. Bon, j'ai les mauvaises informations. En tout cas, merci beaucoup. Et on peut tous vous Merci applaudir à vous. très fort.